Sans plus attendre, je vais tout de suite donner la parole à Brune Poirson, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'introduire ce colloque avant son déplacement. Merci beaucoup. Merci à vous, chère Flore Vasseur. Madame la déléguée générale, chère Laetitia, pardon, je suis complètement... Excusez-moi. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'hôtel de Roquelaure. Un mot d'abord pour vous dire que je suis absolument ravie d'accueillir à nouveau certains d'entre vous ici et d'ouvrir cette journée, ce colloque « Économie circulaire vers des produits durables et réparables ». Je tenais à remercier vraiment l'association Halte à l'obsolescence programmée. J'ai bien commencé la matinée en me trompant de prénom concernant la déléguée générale, mais je sais une chose, et je le dirai ensuite, c'est que je me suis peut-être trompée de prénom, mais je crois qu'on ne s'est pas trompé de partenaire. Parce que s'il y a bien une association, s'il y a bien une ONG, si vous me permettez de vous appeler comme ça, qui a fait preuve d'exigence, d'ambition, du pragmatisme nécessaire pour arriver au bout des choses, et croyez-moi, c'est peu fréquent, eh bien c'est bien Halte à l'obsolescence programmée. Donc merci à vous, chère Laetitia, merci aussi au Club de la durabilité pour cette initiative. Alors il y a 4 ans, vous le savez encore mieux que moi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte donnait pour la première fois un cadre juridique à l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée devenait, alors en droit français, un délit de tromperie. C'était un pas essentiel, mais moi je considère que c'était seulement un premier pas. Attention, un pas très important, hein, mais un premier pas. Parce que cette première victoire, majeure pour le consommateur français, ouvrait la porte à un champ d'action bien plus large, la transition vers une économie circulaire. C'était un peu le début. Et le chemin parcouru depuis 2015 pour faire rentrer dans les mœurs cette évolution sociétale, cette révolution du bon sens quelque part, hein, n'a rien d'une gageure. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais le projet de loi que j'ai porté la semaine dernière devant le Sénat vous doit énormément. D'abord parce que vous avez été des lanceurs d'alerte. Grâce à vous, l'obsolescence programmée est devenue un sujet de société, un enjeu économique, et donc d'attention pour les consommateurs, notamment pour leur pouvoir d'achat et pour les industriels qui souhaitent répondre à ces nouvelles attentes. Ensuite, parce que votre influence a toujours été nourrie par un travail de fond, je l'ai dit en introduction, de grande qualité. Je pense à votre livre blanc ou encore à vos récents travaux sur les lave-linges qui formulent de solides constats et de vraies alternatives. Et puis ensuite, parce que vous avez été des partenaires très impliqués dans l'élaboration de cet indice de réparabilité qui a été voté la semaine dernière au Sénat. Je crois qu'il n'est donc pas exagéré de dire aujourd'hui qu'on poursuit, vous et moi, un même objectif. Et j'oserais même, une fois n'est pas coutume, peut-être que c'est vous qui allez en prendre ombrage, mais un même niveau d'ambition écologique. Et je suis convaincue d'ailleurs que la méthode de travail qu'on a mise en place est déterminante. Et j'insiste d'ailleurs sur cette notion de la méthode. Parce que la transition écologique, on veut tous y aller. On a tous des ambitions. Simplement, comment est-ce qu'on y va? On n'en discute pas suffisamment. Parce que c'est bien plus facile de faire des grands plaidoyers, de prendre la parole en prenant soit un ton dramatique, soit un ton enjoué. Mais ce qu'il faut, c'est travailler. C'est se poser la question, ok, quel est le rôle de chacun? Comment est-ce qu'on s'organise pour sortir des postures et pour aller et tracer le chemin vraiment pour aller au bon endroit? Je ne dis pas du tout que l'État d'ailleurs a fait les choses parfaitement jusqu'ici. Nous, on essaye d'éprouver une méthode de travail. Je serais plus qu'heureuse d'ailleurs d'avoir vos retours sur cette méthode de travail pour suggérer d'autres choses. Mais je crois que c'est important qu'on sorte tous, comme vous l'avez fait d'ailleurs, des postures, des plaidoyers pour vraiment avancer ensemble. Alors je pense que l'État doit avoir l'initiative institutionnelle, le cadrage normatif. Et c'est bien souvent d'ailleurs grâce à vos suggestions. C'était le cas avec la LTECV qui a donné une vraie première impulsion, un vrai premier cadrage. À vous ensuite la traduction opérationnelle, souvent l'accélération du processus, que ce soit avec des études techniques ou avec l'exploration de nouveaux dispositifs. C'est ce que vous avez fait notamment en explorant à ma demande les possibilités de dispositifs incitatifs à la réparation. Ça, c'est très important. Et je sais que c'est que le début, là encore. À nous aussi, ensemble, ensuite, la co-construction pour être valide techniquement, parce que ce qui est valide doit être valide techniquement, doit être partagé par tous, les citoyens consommateurs, mais aussi les entreprises et les industriels. C'était bien d'ailleurs le sens et l'esprit de la feuille de route de l'économie circulaire qui perdure dans la loi.
Co-construire à chaque fois que c'est possible plutôt que d'imposer par principe. À l'État, enfin, tant au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif, la formalisation normative pour aboutir à l'édiction de règles, une fois que l'ensemble des acteurs informés, consultés et assez mûrs pour une phase de transformation. Comme pour l'obsolescence programmée il y a quelques années, nous pouvons aujourd'hui légiférer pour institutionnaliser cet indice de réparabilité, parce que les acteurs les plus moteurs ont joué le jeu. Je pense par exemple à Fnac Darty, dont j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de visiter les ateliers de réparation. Aujourd'hui, c'est donc là où nous en sommes. La première lecture au Sénat du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a acté un certain nombre d'avancées que vous appeliez de vos vœux. Je pense à l'indice de réparabilité, aux objectifs de réparation qui pourraient être fixés aux filières REP, que nous allons fixer, que nous devrons fixer aussi ensemble. Ça, c'est important, parce qu'une loi, c'est que le début du travail. C'est pas à vous que je vais le dire, mais c'est que le début du travail. Je pense aussi au travail sur la disponibilité et la rationalisation du format des pièces détachées. Je pense aussi à toutes les mesures qui ont vocation à privilégier l'allongement de la durée de vie et le réemploi. Et à titre personnel, je veux dire que je suis ravie de toutes ces mesures parce qu'elles permettent à cette loi de proposer non pas une alternative, mais bien une transformation plus globale d'un système, je crois, ou j'ose espérer, dont plus personne ne veut. Je pense aussi que nous pourrons aller plus loin sur beaucoup de ces sujets-là. Il reste encore les débats à l'Assemblée nationale. À titre d'exemple, le Sénat n'a pas voté en faveur de la réinitialisation de la garantie légale lorsqu'un produit encore sous garantie est remplacé par un produit neuf. Ça, nous pourrons le faire passer, je l'espère peut-être, à l'Assemblée nationale. Cette pratique, c'est pourtant un non-sens économique. L'entreprise paye le prix d'un autre téléphone plutôt que de le réparer. C'est aussi un non-sens écologique, notamment en raison de l'impact sur nos consommations de matières premières. Il faut encourager à des pratiques plus vertueuses en rendant ces actions commerciales moins intéressantes. C'est ça le but. Néanmoins, mon rôle, c'est aussi de rappeler que tout volontarisme doit s'accompagner d'un réalisme objectif. Nous ne réussirons pas notre transition sans coordonner l'attente citoyenne et des consommateurs d'un côté et les réalités techniques et économiques de l'autre. Si aujourd'hui j'ai tenu à ce que l'indice de réparabilité soit inscrit dans la loi, c'est parce qu'il est possible de le rendre opérationnel, de le rendre concret. C'est aussi comme ça qu'on sort du cynisme. Le cynisme, j'insiste là-dessus parce que c'est parfois ce qui tue les politiques publiques en matière environnementale. On se fixe des grands objectifs et on ne se donne pas vraiment les moyens de les réaliser. Ou en tout cas, pas les moyens d'être redevable et de travailler en toute transparence et de s'intéresser à la mise en œuvre. Et du coup, c'est trop facile pour les détracteurs, parce qu'il en existe encore beaucoup, de le critiquer et de dire, bah, vous voyez, finalement, vous faites des choses, mais vous dites des choses, mais vous ne les faites pas. D'où l'importance de penser dès le début à rendre les choses opérationnelles. Parce que nous avons fait ensemble tout le cheminement préalable à son déploiement à plus large échelle. Alors c'est difficile parfois, surtout quand vous êtes un responsable politique, où vous devez souvent être sur le devant de la scène, essayer de communiquer, parfois faire un peu d'esbrouf. Eh ben, c'est plus difficile de travailler à bas bruit avec des acteurs comme vous, derrière la scène, sur comment avancer pour rendre les choses opérationnelles le plus rapidement possible. Alors, je vais peut-être quand même rappeler les grands principes de cet indice. Il est issu d'une méthodologie d'évaluation qui est fournie par l'ADEME, que je remercie d'ailleurs encore, hein, et de l'ensemble, je remercie aussi l'ensemble des services du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le travail qu'ils ont effectué. Il sera formalisé, cet indice, par un score sur 10, résultant de 5 critères. Je ne vais pas les lister tous ici, parce que malheureusement, vous l'avez entendu, j'ai un train, mais je sais que beaucoup pensent déjà d'ailleurs au compteur d'usage pour certains des critères qui sont utilisés dans le calcul de l'indice. Cet indice, il va concerner dans un premier temps les ordinateurs, les smartphones, les lave-linges, les téléviseurs et les tondeuses à gazon. Aujourd'hui, il me semble essentiel que nous nous concentrions sur sa mise en œuvre. Je constate en effet déjà une appétence des acteurs les plus engagés pour passer à l'étape suivante, l'indice de durabilité. Et c'est vraiment vers ça que nous devons aller. Je suis favorable à ce que la durabilité soit très clairement l'objectif assumé par tous, mais je ne souhaite pas que ça ralentisse la dynamique sur les travaux en cours pour la finalisation autour de la réparabilité. L'économie circulaire, c'est un nouveau modèle vers lequel notre société est lentement en train de réaliser sa mue. Comme tout nouveau modèle, il peut faire peur. Notre mission aux uns comme aux autres, c'est de faire valoir les opportunités de ce nouveau modèle. Et je le dis d'autant plus que tout au long de ces 2 dernières années de travail,
je vous ai donné des gages de ma détermination à aller vers toujours plus d'ambition. Mais cette ambition, elle n'est rien, elle ne peut rien sans une démarche préalable de collaboration, de consensus, d'adhésion de la part de tous les acteurs. Et je sais que c'est ce que vous allez continuer à faire aujourd'hui, ce matin. La matinée d'échange qui vous attend, elle sert cette dynamique. C'est pour ça que je tenais à l'ouvrir. C'est pour ça aussi que je suis désolée de devoir partir aussi vite. J'aurais beaucoup aimé vous écouter, chère Laetitia, parce que j'apprends toujours beaucoup de choses, mais malheureusement, j'ai un train qui m'attend. En tout cas, bonne journée, enfin bon colloque, bon travail. Merci encore à tous de votre contribution. Je sais que vous le ferez avec vigilance, sans complaisance, mais essayons d'avancer, notamment en vue des débats qui auront lieu à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à Madame la Ministre qui a fait l'effort de venir malgré ses contraintes d'agenda. Donc merci en effet au ministère aussi qui nous accueille aujourd'hui. On avait fait notre premier colloque au Sénat, puis à l'Assemblée. Là, nous sommes au ministère, donc on continue les débats dans le cadre des institutions, mais bien au-delà également. Merci aux équipes techniques d'ailleurs qui nous ont aussi aidés pour cette organisation. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore assez bien l'association HOP, je vais quand même en dire quelques mots. C'est une association qui a été créée en 2015, qui vise avant tout à plaider pour l'allongement de la durée de vie des produits, à la fois en sensibilisant les citoyens, en les fédérant, en leur montrant les alternatives, notamment à travers le site produitsdurables.fr que nous avons impulsé. Également, une forte dimension de plaidoyer. Madame la Ministre l'a rappelé, avec notamment la publication d'un livre blanc qui contient 50 mesures de politique publique, et puis un travail avec les entreprises parce que nous souhaitons travailler de manière constructive avec les entreprises qui ont envie d'aller vers cet engagement pour la durabilité et la réparabilité, et nous savons qu'elles sont nombreuses, et de plus en plus nombreuses, ce qui est très positif pour nous. Même si nous n'oublions pas non plus un devoir de vigilance qui est exigeant, mais qui reste constructif. Comme l'a dit la ministre, il y a beaucoup de choses dans nos rapports d'enquête qui sont sur justement les solutions. Et donc nous avons notamment publié 3 rapports d'enquête que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir, de lire sur Internet ou de trouver ici, que vous pouvez récupérer sur l'entrée. Donc nous avons un rapport d'enquête sur les lave-linges que vous avez vu récemment publié et qui a été un peu relayé par les médias, mais également un rapport sur les imprimantes et sur les collants. Ces rapports ne sont pas à charge, ils visent vraiment à développer l'expertise parce qu'aujourd'hui on en a vraiment beaucoup besoin et une expertise qui se veut la plus indépendante possible et la plus renseignée possible, avec beaucoup d'humilité. Forcément, c'est encore il faut aller plus loin, il faut avoir beaucoup plus de données pour être encore plus précis, mais c'est une première pierre à l'édifice. Nous avons aussi un club de la durabilité, je l'ai dit, avec une vingtaine d'entreprises aujourd'hui qui sont engagées pour être volontaires à allonger la durée de vie des produits, avoir des services et des produits qui font part qui sont dans le cadre d'un écosystème favorable à la durabilité. Parce que la durabilité, on ne peut pas le prendre comme une chose sortie de son contexte, c'est vraiment un écosystème qui sert une diversité d'acteurs économiques et qui peuvent rendre service aux consommateurs, mais aussi à l'environnement. Et c'est vraiment dans l'ADN de l'association HOP d'être à la fois sur le volet consommation et sur le volet environnement. On a aussi la chance d'avoir un comité d'experts avec un certain nombre de personnalités issues du monde académique ou du monde professionnel qui ont une expertise intéressante à partager avec nous. Et une fois encore, comme dans le club de la durabilité, on n'est pas toujours d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est de confronter vraiment les points de vue et d'avancer ensemble pour avoir le plus d'expertise possible sur ces sujets-là. Et je suis ravie d'en compter un certain nombre ici d'ailleurs.
Alors, je vais être rapide pour garder le timing chargé de notre colloque aujourd'hui. Simplement pour un petit mot sur cette exposition qui vous entoure, qui est inaugurée aujourd'hui et dont Annie-Claude Elkaïm dira un mot tout à l'heure. Et je vous invite à rester quelques minutes après le colloque pour vraiment en profiter. Cette exposition qu'on lance aujourd'hui vise à montrer les affiches publicitaires des années 50-60 pour montrer que finalement la durabilité, la solidité était vraiment au cœur en fait, du marketing de l'époque. C'était quelque chose d'inhérent au produit qui était valorisé et donc on voit bien que ça ne remonte pas au temps des dinosaures, ça n'était pas si lointain finalement. Et en même temps, le message n'est pas que c'était mieux hier, mais que ce sera mieux demain, et notamment grâce à la contribution de vous tous, nous l'espérons. Alors, un dernier mot sur le programme d'aujourd'hui. Vous avez normalement le programme à côté de vous. Nous parlerons avec les membres du Club de la durabilité des travaux qui nous ont animés cette année. Adèle pourra présenter le rapport que vous avez aussi trouvé peut-être à l'accueil ou que vous pourrez récupérer ou en ligne également, qui a animé voilà, les échanges du club. On évoquera aussi ensuite 2 tables rondes thématiques, à la fois sur les produits durables, à savoir est-ce qu'on est maintenant dans un moment d'un changement systémique, parce qu'on voit que la notion de durabilité est sur plusieurs thématiques, plusieurs secteurs qui aujourd'hui se fédèrent autour de cette notion, et on voit bien qu'il est nécessaire d'avoir un changement culturel, et ces entreprises de divers horizons participent à un changement systémique que nous appelons forcément de nos voeux. Ensuite, on parlera également de la réparation, qui est un pilier de l'économie circulaire et qui est un pilier de la durabilité aussi pour nous. Donc, c'est des sujets qui sont importants, qui sont aussi d'actualité, comme l'a rappelé la ministre. En ce moment, on est en plein dans le projet de loi économie circulaire, et nous espérons que les débats que nous aurons aujourd'hui seront fructueux pour que chacun puisse en tirer quelque chose et que nous pourrons aller plus loin pour vraiment aller dans une direction soutenable et souhaitable. Donc ce colloque est ouvert désormais. Nous avons essayé de le rendre le plus paritaire possible. C'est toujours un challenge encore aujourd'hui. J'espère que ça le sera de moins en moins à l'avenir. Mais nous avons fait tout notre possible et je vous remercie beaucoup d'être présents aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui, si nombreux. Donc, je suis Adèle Chasson, chargée de mission à HOP. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui se situe au croisement des intérêts du consommateur et de l'environnement. Dans le cadre du grand débat national, l'allongement de la durée de vie des produits est cité comme la première mesure à prendre pour changer de mode de consommation pour la transition écologique. Pour faire de cette transition une réalité, l'association HOP, qui milite donc pour des produits durables et réparables depuis 2015, souhaite travailler avec tous les acteurs, citoyens, pouvoirs publics, mais aussi entreprises. C'est pour ça qu'elle a lancé en 2018 le Club de la durabilité, réseau des entreprises volontaires pour allonger la durée de vie des produits. Le développement économique du secteur de la durabilité, il repose sur une équation qui est complexe entre l'expression d'une demande et le développement d'une offre. On peut se demander si les entreprises ne se lancent-elles pas davantage par manque de visibilité sur le marché, ou alors si le public ne consomme pas plus durable par manque d'offres alternatives à sa disposition. L'année dernière, en 2018, nous avons travaillé sur le premier volet avec une analyse des enjeux stratégiques pour les entreprises, d'aller vers cette démarche de durabilité, ainsi que les modèles économiques compatibles avec la durabilité. Aujourd'hui, le club compte une vingtaine d'entreprises, comme l'a dit Laetitia, de taille et d'activités variées à toutes les étapes du cycle de vie des produits,
qui se réunissent pour échanger des bonnes pratiques et faire grandir l'expertise de la durabilité. Le but de notre travail, c'est de s'inspirer les uns les autres, malgré des divergences qui peuvent exister dans un esprit constructif. Sur cette base, on a réfléchi, lors de cette deuxième année, aux freins à la diffusion large de la consommation durable. Ce rapport inédit, donc, que je vous invite à récupérer si vous ne l'avez pas encore fait, tente de mieux cerner les freins des consommateurs et d'explorer les leviers des décideurs pour favoriser l'achat durable, la réparation ou encore l'économie de la fonctionnalité. Donc, tout d'abord, dans ce rapport, nous nous sommes interrogés sur le potentiel de la consommation durable. L'intérêt des consommateurs s'exprime à la fois de manière négative par la frustration croissante que suscite l'obsolescence accélérée des produits et par la remise en cause de la consommation à outrance dans certains secteurs, notamment celui de la mode. Pour plus de détails, je vous invite à lire le rapport. Et de manière positive par l'engouement pour de nouvelles pratiques de consommation, l'expansion de l'achat d'occasion, de l'autoréparation ou encore du reconditionné en témoigne. La durabilité a aussi fait son entrée dans le débat public, Brune Poirson l'a rappelé, devenant un enjeu politique avec la loi anti-gaspillage notamment, en France comme dans le monde. Mais malgré cette tendance de fond, force est de constater qu'on reste dans une société qui est marquée par le prêt à jeter. Le découplage entre croissance économique et extraction de ressources reste un idéal et la consommation de produits neufs ne faiblit pas. Aujourd'hui, 77% des Européens déclarent préférer réparer leurs produits en panne plutôt que de les remplacer. Seulement, c'est environ 44% des appareils seulement qui seraient réparés en France. Pourquoi un tel décalage entre théorie et pratique ? On a tenté d'identifier dans le rapport les 5 freins majeurs côté consommateur à la consommation durable. Et ce qu'on a vu, c'était que, par ordre d'importance, c'était l'accessibilité économique, l'aspect pratique, le manque d'information, l'attractivité du neuf et enfin le manque d'offres. Concernant l'aspect pratique, l'attractivité du neuf et le manque d'offres, on a proposé plusieurs pistes pour encourager un changement culturel en rendant la consommation attractive, par exemple en faisant appel au nudge, en sensibilisant le plus grand nombre et en encadrant la publicité. Ensuite, on s'est penché sur l'accessibilité prix des produits durables, qui est un frein important. Nous avons donc décomposé les sources de coûts de ces produits et tenté d'imaginer les moyens de les rationaliser au cours d'ateliers avec le Club de la durabilité. Ceci dit, il y a des études qui montrent que les consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits plus durables. Mais encore faut-il être rassuré quant à la qualité de ces produits. Or, de manière générale, il s'avère difficile pour les consommateurs d'estimer la durée de vie potentielle d'un bien au moment de l'achat. Plusieurs propositions figurent donc dans le rapport pour pallier ce manque d'information et objectiver la durabilité grâce à des indices, des compteurs d'usage ou encore plus de communication sur la valeur économique des produits durables tout au long de la vie pour le pouvoir d'achat. Nous avons aussi analysé les défis du reconditionné. Enfin, nous avons soulevé le problème du coût comme frein à la réparation, en analysant ses sources et les manières de le limiter. Là encore, entreprises comme pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour encadrer le coût de la réparation et rendre les pièces détachées plus disponibles, par exemple. En conclusion, le potentiel de transformation de notre modèle de production et de consommation n'est plus à démontrer. Et à l'aube de la loi anti-gaspillage, il s'agit aujourd'hui de changer d'échelle pour faire de cette transition une réalité pour le plus grand nombre et déployer ces solutions qui sont portées en partie par le Club de la durabilité. L'objectif de ce rapport, c'est de défricher des sujets importants qui méritent d'être approfondis. C'est pourquoi il formule 31 recommandations concrètes issues de nos rencontres et ateliers d'intelligence collective avec les membres du Club. Au-delà de l'expertise acquise des échanges et des synergies au sein du Club, c'est aussi un lieu d'engagement avec des objectifs à atteindre. Et nous allons voir maintenant, avec quelques-uns des membres, quelles réalisations ils ont pu faire dans leur entreprise. Donc, tout d'abord, Régis, dites-nous, pour vous, que représente votre engagement dans le Club depuis environ 1 an et qu'avez-vous mené au sein du labo Fnac Darty pour la durabilité et la réparabilité ? Merci Adèle. Bonjour à tous. Donc, je suis Régis Koenig, je dirige la politique service pour le groupe Fnac Darty. Donc on va gagner un petit peu de temps. Je ne vais pas vous présenter Fnac et Darty, je pense que tout le monde connaît. Ce qui est peut-être un peu moins connu, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, c'est qu'on est aussi la première entreprise de réparation en France aujourd'hui, parce qu'on a 2000 techniciens qui réparent les produits tous les jours. En 2018, on a réparé 1,5 million de produits au total, ce qui est à peu près, si pour avoir un ordre de grandeur, c'est 3 fois plus que ce qu'on a vendu comme lave-linge. Donc c'est quand même une activité qui est très importante pour nous. Et on fait ça depuis, je pense, 40 ans, parce que c'est vraiment la marque de fabrique, en particulier de Darty. Et autant vous dire qu'on n'a pas attendu que ce sujet émerge pour travailler tous les jours dessus.
Alors, ce qui a changé et ce qui a aussi motivé notre adhésion au club, c'est que, il y a à peu près 2 ans, on a fusionné Fnac et Darty et on s'est demandé comment est-ce qu'on faisait pour imaginer et créer un futur qui n'est pas un futur de l'hyperconsommation ou poussé par des plateformes e-commerce qui poussent à outrance à la consommation et au remplacement des biens et à l'obsolescence prématurée. Et donc on a mené à cette occasion-là un certain nombre d'initiatives et on a décidé de s'engager pour l'allongement de la durée de vie des produits, et on s'est dit que finalement, à part nous, qui sommes finalement à la charnière entre le consommateur et les fabricants, on est dans une position privilégiée pour pouvoir faire ça. Alors on a mené pas mal d'actions. La première, c'était un espèce de coup de semonce qui a permis de donner le là et d'expliquer à tout le monde cette stratégie. C'est le baromètre du SAV, dont les chiffres sont maintenant repris et qui fait référence dans le milieu. On a donné pour la première fois des chiffres inédits sur la durée de vie des produits, les raisons des pannes, etc. On a aussitôt, immédiatement aussi réussi à réunir des associations, donc les Amis de la Terre, HOP, l'ADEME, pour créer en 4 mois seulement le premier indice de réparabilité sur les ordinateurs portables. À ce jour, on a testé 160 ordinateurs portables sur lesquels on a donné un indice de réparabilité. Et c'est cet indice-là, finalement, qui, je pense, a permis de gagner quelques mois dans le projet de loi et qui a servi finalement de fondamentaux, enfin de fondation, et qui a été amélioré. Les discussions sont encore en cours, et qui deviendra le futur indice de réparabilité dont on parlait tout à l'heure. Toujours en 2018, on a racheté le réseau de réparation Wifix, qui est de la réparation express de smartphones. On sait que les smartphones, il y a un vrai enjeu. Et donc depuis 12 mois, du coup, on a ouvert 30 points de réparation Wifix, ce qui a permis de doubler le nombre de smartphones qu'on répare et d'embaucher, parce qu'il y a un sujet d'emploi, d'économie, 125 personnes en plus liées à l'économie circulaire et à la réparation de smartphones. On a baissé nos prix de réparation hors garantie, donc après la garantie, de 20% environ, ce qui a permis, et on l'observe pour la première fois aussi, d'inverser la courbe, si je peux me permettre, de la réparation après la garantie, qui était en chute libre, moi, depuis que je travaille chez Darty, donc depuis 15 ans. Et puis, la dernière nouveauté, je voulais ramener, c'est que dès demain, sur l'ensemble des produits de gros électroménagers, on va mettre ces autocollants-là sur les produits qui sont à la fois les plus fiables et les plus réparables. C'est une sélection de 40 produits qui a été faite par le SAV de Darty sur la base des taux de panne, donc c'est le produit le plus fiable, et de la disponibilité des pièces pendant au moins 10 ans. Et ça, c'est vraiment unique et vous retrouverez ça du coup dans nos magasins. C'est un vrai fléchage des produits finalement qui sont les plus durables. Alors, on a pas mal d'autres initiatives, la communauté du SAV, la vente de pièces détachées, etc. Je ne vous parle pas des discussions qu'on a avec les fournisseurs, également. Donc voilà, vous avez compris, on est réellement engagé et on trouve que participer à ce club, c'est extrêmement intéressant parce que, comme le disait Laetitia tout à l'heure, il y a pas mal de débats et on a des propositions concrètes et on est en général d'accord, on va dire, dans 99% des cas. Et puis, parfois, on peut être diamétralement opposé finalement aux préconisations un peu historiques de HOP, et c'est ça qui est intéressant. Je parle par exemple de la garantie, l'allongement des durées de garantie, la garantie légale. Nous, on pense que ça serait un désastre économique, écologique et social. Il y a pas mal de gens du club qui sont d'accord avec nous, il y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord, et moi j'ai un petit regret personnel de n'avoir pas pu encore infléchir la position historique de HOP, mais je ne suis pas désespéré, et peut-être qu'un jour on arrivera à se mettre d'accord sur la réalité économique qui est derrière tout ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci, je suis très content d'être là, et j'espère que cette journée sera aussi fructueuse qu'on l'espère et qu'on le pense tous. Merci. Merci Régis. Benoît, comment votre démarche pour la durabilité se reflète-t-elle d'abord au sein du club et ensuite au sein de votre entreprise Ma Garantie 5 ans ? Bonjour, donc Benoît, je suis le cofondateur de Ma Garantie 5 ans. Donc déjà, merci à HOP et à Laetitia Vinceur de nous inviter à faire une tribune pour expliquer nos actions pour allonger la durée de vie des produits. Aujourd'hui, nous, on a constaté, face à l'obsolescence accélérée des produits, que les consommateurs, on les obligeait à consommer de plus en plus alors que les ressources naturelles s'amenuisaient sur notre planète. Et que deuxièmement, aujourd'hui, les consommateurs, quand ils doivent mener une réflexion sur un acte d'achat pour acheter un lave-linge ou un produit électroménager, ils font face à beaucoup d'informations sur le prix, la caractéristique, sur le discours marketing des marques. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils veulent s'engager sur un produit durable, il n'y a pas d'information.
Les seules informations qu'ils ont à leur disposition, c'est la disponibilité des pièces détachées, mais ça ne les aide pas à savoir si le produit est durable. Ils ont la renommée de la marque, c'est une marque allemande, c'est bien, etc., mais ce n'est pas un gage de durabilité, et éventuellement l'étiquette énergétique. Du coup, face à ce constat-là, est né le site magarantie5ans.fr. Magarantie5ans.fr, c'est quoi? C'est le premier site qui va labelliser une offre électroménager globale et durable grâce à un indice de durabilité qu'on a lancé en septembre et qui va garantir 5 ans gratuitement. Alors je vois Régis, il n'a pas l'air très content, mais bon. Mais pour vous montrer que c'est possible. Et du coup, donc, comment ça se matérialise? Tout simplement, en fait, depuis 2012, on se rend compte qu'on a beaucoup de data par rapport aux usages, par rapport au taux de panne, etc. Et on est dans une logique où les consommateurs veulent de la transparence. Et nous, on a de la data. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire converger leur envie et nos données. Et du coup, à partir de ça, on a créé l'indice de durabilité. L'indice de durabilité, c'est un indice qui est créé sur une base 100, qui est fait sur 11 catégories d'électroménagers, qui sont les plus grandes familles, qui sont le lave-linge, le sèche-linge, le frigo, etc. Le premier critère numéro 1 sur l'indice de durabilité, pour nous, c'est le taux de panne. Donc, en fait, le premier distributeur, in fine, qui va dévoiler en fait le taux de panne des marques par catégorie de façon indirecte dans l'indice de durabilité. Et donc ça, pour nous, c'est le critère numéro 1, c'est le taux de panne sur les 2 premières années. Ensuite, depuis janvier 2018, on demande à nos consommateurs, en fait, lorsqu'ils viennent acheter un produit chez nous, de savoir quel est le produit qu'ils ont renouvelé, quelle est la marque et depuis combien de temps ils le possèdent. Et du coup, ça nous donne de la data en termes d'années de possession du produit. Troisième chose, on fait confiance aux experts. Il y a une étude de UFC Que Choisir, ils appellent ça un indice de fiabilité qui est sorti en 2016. Et du coup, ils ont fait ça sur 35 000 personnes en Europe et ils ont regardé en fait par marque et par catégorie quelles étaient les marques les plus fiables. Et dernier critère, c'est la disponibilité des pièces détachées en année. Donc là, on vient de lancer cet indice-là en septembre. On va communiquer de façon intense d'ici la fin d'année par rapport à cet indice de durabilité. C'est un indice qui va évoluer parce qu'on va intégrer l'indice de réparabilité et surtout, on va pouvoir augmenter. Plus on aura de données, plus la donnée sera fiable et valable et du coup, on aura un indice qui va évoluer. Par rapport à ça aussi, nous, les produits qu'on sélectionne, c'est produits que des produits durables. Donc, c'est-à-dire que les produits qui vont être sur notre site, c'est les produits qui ont un indice minimum de 80. Les produits qui seront en dessous, pour nous, c'est les produits qui ne sont pas durables. Et du coup, par rapport à ça, ça nous permet d'offrir une garantie 5 ans. Parce que comme on sélectionne que des produits fiables et durables, le taux de panne est beaucoup moins élevé. Donc, on est capable, on est certain que les produits vont durer plus longtemps et avoir un coût. Et du coup, c'est pour ça que l'équation économique est possible. C'est que quand vous choisissez des produits qui sont durables et que vous offrez et que vous expliquez aux consommateurs que c'est possible et qu'il va durer, l'équation économique est possible. Et voilà, dernièrement, on a lancé la charte de durabilité avec la garantie 5 ans, la reprise obligatoire, un SAV basé en France avec 1000 réparateurs avec la SCVG et l'indice durabilité. Et pour revenir par rapport au club, nous, la durabilité, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Donc, du coup, ça n'a juste fait que confirmer qu'on était au bon endroit avec les bonnes personnes et qu'aujourd'hui, on est capable et qu'on a envie de construire un monde plus durable. Merci Benoît. Olivier, en quoi est-il intéressant pour une entreprise comme SOS Accessoires de promouvoir l'allongement de la durée de vie des produits, notamment au sein du club? C'est majeur. En fait, moi, donc, je suis le fondateur de SOS Accessoires. Donc, nous sommes un acteur en ligne de l'auto-réparation des appareils électroménagers. Ben, moi, je viens dans la chaîne de valeur juste après Benoît et ma garantie 5 ans. Et en fait, on est venu au club, et j'en remercie encore Adèle et Laetitia de nous y avoir accueillis, de manière très très pragmatique. Je vais vous livrer une petite anecdote sur l'importance de l'autoréparation. Comme bien souvent, comme le dit l'adage, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Très classiquement, il y a quelques années, mon lave-vaisselle tombe en panne, après quelques jours de plonge.
Que fais-je? Très classiquement, je fais appel à un réparateur qui intervient, j'assiste à l'intervention, ça se passe très bien, de mémoire, intervention en 48 heures, une demi-heure pour réparer, ça ne m'a pas eu l'air trop compliqué. Changement d'une pompe de vidange, soit dit en passant, c'est la pièce la plus classique, la plus courante, sur un lave-linge, sur un lave-vaisselle. Bilan de l'opération, 130 €. Normal. 90 € de main-d'œuvre, 40 € de pièces. Rien d'exceptionnel, c'est la moyenne, c'est la norme. Sur la facture apparaît la référence de la pièce détachée. Cette pièce détachée, après vérification, je l'ai dans mon stock, vendu 24 €. Ce que moi, je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas pu, su, voulu faire, économiser un billet de 100 €. Des centaines de milliers de Français, quelques petits millions le font. Mais le problème, c'est que c'est trop peu de millions. C'est qu'une très grande majorité ne le font pas. Parce que ceux qui le font, c'est les super bricoleurs. Mais il y a tous les autres. Moi, je suis moyennement bricoleur. Je pense que dans la salle, on est nombreux comme ça. Mais pour pas grand-chose, avec pas grand-chose, on peut franchir le pas de l'auto-réparation. Et donc, avec cet exemple, suite à des demandes de plus en plus exprimées par nos consommateurs, eh bien, on a créé tout un environnement, tout un contenu de diagnostic, de tutos, de vidéos, d'assistance en ligne, qui ont permis de réparer des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'appareils. Alors, pour répondre à ta question, à Adèle, en fait, c'est... et pour rebondir par rapport à ce que disait la ministre, nous, on est rentré par un côté très, très pragmatique. En fait, on est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, dans le bourgeois gentilhomme. Nous, on faisait de l'écologie sans le savoir, très clairement. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était devenu un acteur important dans le développement durable. Que grâce à nos contenus, grâce à nos services, grâce à nos salariés, nous sommes plus d'une trentaine de salariés, eh bien nous permettons à notre société de durer. Et voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité rentrer dans le club, évidemment pour échanger entre acteurs un peu concrets, un peu pragmatiques, pour influer aussi, de manière là aussi illustrée, sur nos décideurs, pour qu'ils prennent les vraies, les bonnes décisions, parce que l'avenir de notre société est clairement en jeu. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Adrien, au regard de votre modèle d'économie de fonctionnalité, que signifie pour vous la durabilité et la réparabilité? Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Alors effectivement, pour nous, la durabilité, c'est vraiment au cœur de notre modèle et c'était complètement logique qu'on intègre le club. Pourquoi? Parce qu'on part du constat que toutes les externalités négatives auxquelles aujourd'hui est confrontée l'électronique, de la surexploitation des ressources à la surexploitation des hommes à la piètre gestion des D3E qui, au niveau mondial, sont retraités à seulement hauteur de 20%, toutes ces externalités-là, elles sont liées au modèle de vente. Le modèle de vente qui tend au mécanisme indirectement d'obsolescence programmée, logicielle ou marketing. Le modèle de vente qui est responsable du transfert de propriété qui permet donc au constructeur de se décharger de la responsabilité du produit en fin de vie sur le consommateur et moyennant un petit paiement à l'écotaxe, hop, on se dédouane de ça et c'est donc à l'individu de bien gérer la fin de vie du produit et de ne pas laisser traîner le produit dans son tiroir ou au pire dans une décharge. Donc, partant de ce principe, on a décidé de créer une société coopérative d'intérêt collectif parce qu'on croit aussi dur comme fer que la coopération est vraiment essentielle aujourd'hui alors que notre société est dominée par la compétition et cet esprit coopératif est aussi une de nos motivations pour intégrer le club. Donc on a monté cette coopérative autour de deux principes. Le premier, de produits éco-conçus qui favorisent la réparabilité
qui intègre éventuellement des notions de soutenabilité et des enjeux sociaux. Donc l'exemple le plus connu, c'est le Fairphone, qui est un smartphone réparable sur lequel on va être capable de changer les éléments très facilement. Donc on se base d'une part sur des produits éco-conçus et d'autre part sur l'économie d'usage, où on va donc proposer ces produits dans le cadre d'un service avec accompagnement à l'usage, les prises en charge des casses, des pannes, des réparations. Dans le cas des smartphones, on a également proposé des fois des accompagnements pour se passer des GAFAM, en l'occurrence Google. Donc ça, c'est pour les smartphones. On a également aussi des ordinateurs sur lesquels on essaye de promouvoir Linux quand les entreprises ou les particuliers sont enclins à se passer de Microsoft. On travaille avec un autre acteur du club qui est Y Open Computing, mais aussi PC Vert à Toulouse et puis M-Carré à Lyon. Et donc l'idée, c'est d'accompagner d'une part les producteurs pour les faire passer d'un modèle de vente à un modèle d'économie de la fonctionnalité, et les consommateurs pour les faire passer d'un modèle de possession à un modèle d'usage, moyennant donc des mensualités. Et on s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Donc on s'est créé en janvier 2018, on a aujourd'hui 600 appareils en circulation, et on va très prochainement donc lancer de nouveaux produits. L'idée, c'est qu'on va faire face à plusieurs enjeux par rapport à la durabilité. Le premier, c'est qu'actuellement, on a un grand nombre d'appareils en circulation des Fairphone 2 et le Fairphone 3 est sorti, on va arriver à un renouvellement de flotte. Et là, la question, c'est est-ce que nos usagers vont conserver les appareils? Donc là, on a des mesures incitatives avec des réductions des mensualités de minimum 40%, mais en fonction du taux de renouvellement, si plus d'usagers de notre coopérative conservent les appareils, eh bien, on sera en mesure de baisser d'autant plus les mensualités. Après, on a un petit truc qu'on a lancé aussi, c'est un bon de consommation différée, consommation différée. Quelqu'un qui passe sur notre site web, il n'a pas forcément besoin d'un appareil électronique tout de suite. Donc ce qu'on lui propose, c'est que s'il veut soutenir l'initiative, il prend un bon d'achat, et quand il en aura besoin, il repassera chez nous pour souscrire un abonnement. Et donc ce bon d'achat lui donne une petite avantage plus tard. On est aussi très proactif sur l'aspect plaidoyer. Et on s'est très vite emparé des travaux autour de l'indice de réparabilité. Et on pense qu'il faut d'une part proposer des solutions et d'autre part s'opposer à des pratiques catastrophiques. Et je rejoins Régis sur les plateformes telles qu'Amazon qui aujourd'hui tend à vouloir proposer un modèle hégémonique, tuer la concurrence sans aucune considération environnementale et sociale. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci. Enfin, pour finir, Armelle, quelles sont les réalisations et les pistes de Michelin pour améliorer la durabilité et pourquoi faire partie du club? Merci Adèle, bonjour à tous. Donc Michelin était l'une des premières entreprises à rejoindre le club de la durabilité. Ce que nous apporte ce club, c'est déjà la satisfaction de voir que nous sommes nombreux à porter un modèle économique basé sur la valeur et pas sur le volume. Vous savez que Michelin, depuis plus de 100 ans, se bat sur un engagement qui est les performances dans la durée, les performances de nos produits dans la durée. L'une de ces illustrations, c'est les travaux que nous menons avec les parties prenantes européennes en ce moment pour la mise en place d'un test de nos pneus à l'état usé, des pneus à l'état usé, pour permettre aux automobilistes de rouler en toute sécurité et d'utiliser leurs pneus jusqu'au bout. L'autre illustration très forte de cet engagement de la durabilité, c'est le rechappage. Vous savez, c'est ce procédé qui permet d'enlever la bande de roulement du pneumatique lorsqu'elle est usée et de garder la carcasse. Ça permet de multiplier la vie du pneumatique par 2, voire par 3. Donc, tous ces engagements sont la preuve et l'évidence qu'il fallait rejoindre le club de la durabilité. Dans ce club, ce qui est intéressant, c'est la richesse des échanges. J'ai vu que nous sommes des entreprises très différentes, avec des tailles très différentes. Les échanges avec Spareka, avec Murphy, avec, je ne vais pas tous les citer, mais sont très riches. Hop est exigeant, bien sûr, a raison de l'être, n'est pas complaisant avec nous, et en même temps, sait tenir compte de la complexité de chacune de nos entreprises. C'est donc très riche.
Je voulais terminer sur ce livre blanc qui est aussi une concrétisation des travaux faits avec HOP et avec d'autres membres de la société civile, mais aussi des entreprises et puis les pouvoirs publics. Ce livre blanc est consacré à une question qui est comment la mobilité peut-elle répondre aux besoins de milliards d'habitants sans piller les ressources de la planète. Et donc ce livre blanc a déjà fait un constat qui dit la mobilité finalement est plutôt un bon élève en termes de réparabilité, de reconditionnement, avec un marché de l'occasion qui est plutôt en bonne place par rapport à d'autres secteurs. Maintenant, c'est plutôt les nouveaux usages qui posent question. Alors, les nouveaux usages, ça va être évidemment l'électromobilité avec la question de la fin de vie des batteries. C'est également l'obsolescence réglementaire qui fait qu'un certain nombre de gouvernements, à juste titre, incitent les citoyens à changer de véhicule pour aller vers des véhicules plus propres. Et puis, l'autre nouvel usage, c'est la connectivité, qui fait qu'on peut prendre le risque aussi à avoir des véhicules de plus en plus complexes à réparer et une certaine, finalement, accélération de l'obsolescence. Toutes ces questions ont été traitées dans ce livre blanc, dans ce premier volet, et nous travaillons à un deuxième livre blanc qui va proposer des recommandations, proposer des solutions au pouvoir public, notamment solutions qui tourneront autour de l'analyse du cycle de vie, qui est absolument clé lors de la conception d'un produit, puisqu'il faut absolument prendre en compte à la fois la production, l'usage et la fin de vie. Et ce travail est réalisé évidemment avec le soutien de HOP et est très précieux. Merci à tous. Je vais maintenant appeler les participants à la prochaine table ronde de me rejoindre sur scène pour parler de cet enjeu important qui est les produits durables. Alors, nous aurons le plaisir d'accueillir la députée Véronique Crioton, qui m'a averti d'avoir une réunion importante au ministère même et qui va nous rejoindre un petit peu plus tard dans la discussion. Alors, merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on a une belle table ronde composée de chercheurs, d'experts et d'entreprises. D'horizons diverses et qui mettent bien en lumière finalement que la notion de durabilité est large et s'applique à beaucoup de domaines. Alors je vais commencer par Thierry Libert, je vous laisserai vous présenter très rapidement chacun. Alors en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tu es membre du Comité économique et social européen depuis un certain nombre d'années maintenant, que tu as porté très tôt le sujet de l'obsolescence programmée et que je t'en remercie d'ailleurs. Tu es aussi un fidèle compagnon de l'aventure HOP depuis ses débuts et tu as suivi le sujet depuis une casquette européenne, ce qui te donne une vision du sujet très intéressante, notamment depuis 2013 où tu avais publié un rapport. Alors, ma question est simple. Pour toi, quelles sont les évolutions déjà depuis 2013, depuis toutes ces années, du sujet de l'obsolescence programmée et tu nous parleras certainement aussi de ton rapport remis récemment au ministre à la demande de Nicolas Hulot sur justement un tour d'horizon des pratiques européennes pour influencer, inspirer la loi qui est actuellement en discussion. D'accord, merci. Et tout ça en moins de 5 minutes, bien sûr. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2013 ? Le truc important, c'est qu'en fait, il y a une brèche qui a été ouverte. C'est-à-dire qu'avant, le sujet n'était vraiment pas du tout à l'ordre du jour. L'Europe n'avait jamais travaillé sur la durabilité. Et puis, il y a eu cet avis que j'avais porté du Comité économique et social européen. Et ce qui a vraiment été un détonateur, c'est que ce texte-là a été voté à l'unanimité. Ce qui est rarissime, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, toutes les PME, toutes les organisations syndicales, toutes les associations de consommateurs, toutes les ONG environnementales ont voté pour le texte.
Donc on s'est dit, il se passe quelque chose. C'est-à-dire on a là un sujet qui peut-être médiatiquement pourrait apparaître conflictuel et qui en fait est accepté par tous. Et puis à la suite de ça, il y a eu la résolution qui a été portée au Parlement européen par Pascal Durand, et là aussi, vote à l'unanimité, si on accepte bien évidemment les mouvements populistes. Donc c'est un sujet qui est entré à l'ordre du jour, et il suffit de regarder très récemment. Enfin, si on regarde par exemple juste l'an dernier avec la directive sur le gaspillage, celle de début 2019 sur les garanties, avec l'augmentation de la durée de présomption de garantie de 6 mois à 1 an, la déclaration récente de décembre 2018 du Conseil de l'Union européenne. À chaque fois, la problématique de l'obsolescence, de la durabilité est présente. Donc il y a vraiment un chemin qui a été ouvert, et je ne parle pas de tous les travaux dans les différentes directions. Donc le côté positif, c'est qu'il y a vraiment cette dynamique. Si on regarde la réalité et qu'on parle sans langue de bois, ça reste encore très compliqué, parce que caractéristique des institutions européennes, c'est que c'est souvent très cloisonné. Donc il n'y a pas de leadership, il n'y a pas une dynamique commune à l'ensemble des institutions. Donc de ce côté-là, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, il y a une belle dynamique qui est ouverte. Alors si je fais le lien avec le rapport que j'ai remis fin janvier à François de Rugy et Brune Poirson, la découverte peut-être la plus importante, c'est qu'en fait, on a les marges de manœuvre en France sans se préoccuper de Bruxelles. Pour le dire autrement, moi je suis un peu surpris pour avoir participé à pas mal de travaux à Paris et à Bruxelles. C'est-à-dire que quand on est à Paris, qu'on travaille sur des problématiques de durabilité, on nous dit ouais mais on ne peut rien faire parce que c'est forcément un sujet européen. Donc il nous faut l'accord de l'ensemble des États de l'Union européenne. Et qu'en fait quand je suis à Bruxelles, on dit ouais mais ça c'est une prérogative nationale, donc on ne peut pas s'en occuper. Donc en fait il y a toujours ce jeu un peu de subsidiarité. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, sur un très grand nombre de sujets, on peut agir nous-mêmes sans attendre. Et donc, j'ai fait un certain nombre de préconisations, notamment sur l'application, parce qu'en France, il y a déjà beaucoup de textes qui existent. Donc, pour demander déjà une meilleure application des textes existants, moi, je préconise de travailler un peu sur la modulation des durées de garantie. En tout cas, ça peut s'expérimenter. Et puis, peut-être une meilleure incitation aux consommateurs, parce que j'étais un peu étonné de voir que sur beaucoup de sujets, le consommateur se défaussait un peu, notamment sur l'entretien. C'est-à-dire que dès qu'un produit fonctionne un peu moins, on est dans une logique de nouvelle acquisition. Et donc, il y a peut-être aussi une meilleure information du consommateur. Voilà, merci. Et Thierry, je te sais sensible au sujet de la publicité. Quel est le lien finalement avec la durabilité et avec les sujets qui nous préoccupent ? Pour moi, c'est le sujet, parce que, en fait, avant de parler d'obsolescence programmée, on parlait d'obsolétisme. C'est-à-dire dans les années 20, et l'obsolétisme, c'était rendre un produit obsolète justement par le rendre psychologiquement moins défendable. C'est-à-dire, on n'attend pas que le produit tombe en panne, il faut, et par la publicité, les grands textes, en fait, précurseurs de l'obsolescence programmée, c'était en fait sur la psychologie du consommateur. Alors ça, c'est vraiment un truc très important, et quand on parle à l'instant de dire le produit fonctionne un peu moins, parce que en fait l'acquisition d'un produit c'est un marqueur social. C'est un marqueur social, et c'est par la publicité justement qu'on peut lier les deux. Le livre un peu fondateur sur l'obsolescence, celui de Vance Packard, sur l'art du gaspillage 1960, parlait déjà de cette obsolescence psychologique ou obsolescence culturelle. Et donc la nouveauté, c'est que, alors ça devrait être rendu public dans les prochains jours, mais Elisabeth Borne et Brune Poirson viennent de lancer une mission pour un rapport qui doit être rendu, un pré-rapport qui doit être rendu le 15 novembre, et le rapport final au premier trimestre 2020, justement pour voir le rôle de la publicité, c'est-à-dire quel modèle publicitaire peut être adapté à la transition écologique, et la durabilité est en plein dans ce sujet-là. Oui, c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup Thierry. Et puis on est bien entouré là d'affiches publicitaires, donc ça a fait une bonne transition.
L'obsolescence et en général le sujet de la durabilité, ça touche un peu les produits du quotidien. Enfin, c'est ceux qui sont les plus marqués, en tout cas dans l'opinion publique. On pense notamment à des rapports qu'on a fait sur les produits. On pense aux lave-linges, etc. Des lave-linges, d'ailleurs, ça se vend, j'imagine, beaucoup d'occasions sur le Bon Coin. Alors, Arnaud Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, finalement, qu'est-ce que la durabilité a à voir avec le commerce d'occasion? Et est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Quels sont-ils? Merci beaucoup Laetitia, merci pour organiser ce colloque. Donc effectivement, moi je travaille au Bon Coin. On a rejoint assez récemment le club de la durabilité et on est ravis de pouvoir vous parler un peu ce matin de ce qu'on fait, notamment pour participer avec vous à faire un peu bouger les lignes et éveiller un certain nombre de conscience sur les modes de consommation plus durables. Alors, le Bon Coin, effectivement, je pense que tout le monde connaît. C'est juste vous donner quelques chiffres pour vous remettre dans le contexte de notre engagement sociétal. Le Bon Coin, c'est 28 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est presque un Français sur deux qui se connecte tous les mois sur le site ou nos applications. Et on touche en une année 40 millions de Français. Ça représente sur l'année 2018 100 millions de transactions de biens d'occasion qui ont été effectuées de particulier à particulier. Et ça génère environ 1% de la masse du PIB de la France en valeur de transaction. Donc en fait, le Bon Coin, c'est au départ une plateforme d'échange de biens d'occasion entre particuliers, mais qui a un impact sociétal et économique extrême dans le quotidien des Français. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, et notamment, et je t'en remercie via nos discussions ensemble, c'est que les utilisateurs du Bon Coin sont les vrais héros quotidiens de la transition écologique. Parce qu'en fait, le lien entre commerce d'occasion et durabilité, il est essentiel, il est très très élevé, c'est-à-dire plus les produits sont durables, plus on est en capacité, nous, au Bon Coin, de leur proposer une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième vie. Et donc là-dessus, nous, notre position, elle est assez claire. C'est aujourd'hui, le Bon Coin reste une plateforme d'échange, de mise en relation de particulier à particulier. Notre ambition via l'adhésion au club, mais également l'ensemble du plaidoyer qu'on peut faire aujourd'hui dans la société, c'est de dire que via notre puissance médiatique, nous avons la responsabilité en tant que plateforme de promouvoir un certain nombre d'informations aux consommateurs, à l'utilisateur final, et donc potentiellement aux 40 millions de Français, vers des modes de consommation plus durables et plus bénéfiques pour la planète. Donc effectivement, plus les produits seront durables, plus le commerce d'occasion aura du sens. Je pense d'ailleurs à ce propos que nous on porte aujourd'hui, notamment avec notre ami de la CAMIF, Emery Jacquia, une proposition pour, sur le prix des produits neufs, de pouvoir dire aux consommateurs quel serait le produit de revente à l'occasion, pour que psychologiquement, en fait, le consommateur puisse déjà se projeter vers un coût d'acquisition un peu plus faible et de l'inciter à revendre le produit. Donc ça, c'est le premier point sur plus c'est durable, plus le commerce d'occasion se fait. Et le deuxième point, c'est notre responsabilité en tant que plateforme, et notamment de plateforme vraiment ancrée dans le quotidien des Français, c'est justement de s'associer avec toi, avec tous les acteurs qui mettent en mouvement les écosystèmes pour être un réel acteur du changement, partant du principe qu'aujourd'hui, le numérique est le moteur de l'ensemble des transitions, qu'elles soient écologiques, économiques ou sociales en France, et que là-dessus, Le Bon Coin veut vraiment prendre toute sa part de responsabilité dans cette transition. Merci beaucoup pour ton engagement, notamment au sein du Club de la durabilité. Au sein du club d'ailleurs, et l'année dernière, pour ceux qui étaient présents, on avait évoqué la difficulté pour des consommateurs d'acquérir des produits durables qui parfois sont nécessairement plus chers parce que de meilleure qualité. Est-ce que tu penses que Le Bon Coin, le commerce d'occasion en général, peut répondre à cette problématique et qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin? Par exemple, Hop propose de mettre des compteurs d'usage sur les produits, comme sur les voitures avec les compteurs
compteur kilométrique pour pouvoir suivre et peut-être mieux entretenir sur la durée et même donner une valeur résiduelle sur le marché de l'occasion. Qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait aller plus loin et comment? Alors, en fait, effectivement, enfin, aujourd'hui, la capacité qu'on aura à dire à nos utilisateurs en achetant des produits d'occasion, vous participez à un mieux-être commun et notamment à la transition écologique, c'est encore une fois le cœur de l'engagement, c'est de dire cette capacité qu'on aura à démocratiser des modes de consommation et surtout de faire de la pédagogie autour de l'acte d'achat. C'est ce qui permettra de faire bouger les choses. Parce qu'en fait, je fais un peu le parallèle entre potentiellement commerce d'occasion et alimentation bio, par exemple. L'alimentation bio, on sait que c'est extrêmement important, mais dans le même temps, c'est très souvent plutôt réservé à une certaine classe sociale qui peut se permettre d'acheter mieux parce que c'est des produits qui sont potentiellement plus chers. Et donc, en fait, on se rend compte dans les études qu'on mène qu'un certain nombre de personnes en fait, se sentent exclues de cet ensemble de discours autour de la durabilité, autour du mieux consommer pour l'environnement. Or aujourd'hui, le Bon Coin, encore une fois, c'est cette histoire d'héros discrets de la transition écologique, c'est de leur dire concrètement, via votre acte d'achat, de les rendre vraiment acteurs et promoteurs de ces nouveaux modes de consommation en disant il ne faut pas avoir entre guillemets honte d'acheter du produit d'occasion. Bien au contraire, acheter du produit d'occasion, notamment si on arrive avec tous les distributeurs, les fournisseurs, de mettre de l'information beaucoup plus pertinente sur la durée de vie, l'indice de réparabilité, etc., eh bien vous allez vraiment réussir à mettre en marche complètement cette transition écologique. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Puis j'en profite aussi pour dire un petit mot sur l'occasion qui est hors commerce ou à but non lucratif comme les ressourceries et toutes ces initiatives qui sont aussi très importantes et qui font partie de cet écosystème. Alors sur le Bon Coin, on vend notamment beaucoup de vêtements. Et Isabelle Robert, je me tourne maintenant vers toi. Puisque la mode, le textile n'est pas, est loin d'être épargné par l'obsolescence programmée ou en tout cas accélérée. Nous avions d'ailleurs dédié un rapport d'enquête sur l'obsolescence accélérée des collants. Et je remercie d'ailleurs Annie-Claude encore d'y avoir participé. Qu'est-ce que toi, tu peux, en tant que chercheur, constater sur cette obsolescence a priori des textiles? Est-ce que tu la constates aussi? De quelle manière? Quelle forme est-ce que ça prend? Est-ce que tu observes des comportements de consommateurs vers la consommation à outrance ou vers aussi une tendance à la déconsommation? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le secteur du textile? Merci en tous les cas Vanessa Laetitia de m'avoir invitée. Décidément, aujourd'hui c'est difficile avec vos prénoms. À cette table ronde. Alors préalablement, je vais revenir un petit peu sur cette fast fashion qui se caractérise par effectivement un renouvellement incessant des collections inspirées des grands créateurs de la haute couture à bas prix et qui a complètement colonisé en fait l'esprit des consommateurs. On a maintenant un rapport aux vêtements qui a complètement changé et les statistiques le prouvent. La production de vêtements a été multipliée par 2 entre 2000 et 2015. On ne cesse d'avoir nos dressings, je dirais, se remplir de vêtements. Parallèlement, le budget alloué à la consommation de vêtements ne fait que chuter depuis 50 ans. On arrive en gros à 3,9% du budget. Et puis, globalement, un fait quand même important, c'est qu'on thésaurise énormément les vêtements. 70% des vêtements dans nos dressings ne sont pas portés. Tout ceci est lié à la fast fashion qui a été développée et qui a pour objectif en fait de changer complètement la façon de s'habiller, la façon de voir la mode. Autrefois, effectivement, un vêtement, c'était un objet coûteux, durable, conçu pour être durable, conçu pour être réparé, conçu pour être adapté. Aujourd'hui, le vêtement est un objet jetable qui n'a plus de valeur. Juste, alors effectivement, Hop a fait une étude sur les collants. On a fait l'année dernière avec un doctorant une étude sur les manteaux. Et à ma grande surprise, on s'est aperçu que sur la génération des 18-24 ans,
plus de 53% en fait, des consommateurs renouvelaient l'achat de leur manteau à chaque saison. Alors que dans notre esprit, un manteau, c'est quand même un objet assez durable. Donc effectivement, la fast fashion a généré deux types d'obsolescence. Une obsolescence technique. Technique parce qu'en fait, cette fast fashion qui est basée sur les volumes a engendré une baisse de la qualité et de fait une baisse de la durabilité des vêtements. On est tous conscients que les vêtements qu'on porte aujourd'hui s'abîment davantage que ceux qu'on avait auparavant. Et puis une obsolescence effectivement esthétique programmée par les marques. Donc ça, c'est vraiment un changement d'interaction du consommateur avec le vêtement. Toutefois, on a un soubresaut au niveau des comportements des consommateurs qui est assez enviable. C'est que l'année dernière, l'Institut français de la mode a fait un sondage sur le comportement des consommateurs vis-à-vis de ces vêtements. Et on a constaté que 44% des consommateurs avaient acheté moins. Alors bien sûr, il y a une déconsommation qui est liée au budget, qui est une déconsommation subie. Mais parmi ces consommateurs, on avait plus de 40% qui l'avaient fait de façon volontaire, pour des questions éthiques, pour des questions, je dirais, écologiques, mais aussi pragmatiques. J'ai vraiment trop de vêtements dans mon dressing. Et puis dernièrement, au mois de septembre, il y a eu une étude qui a été commanditée par Ipsos, qui montre aussi que 65% des consommateurs commencent à prendre ce critère de développement durable dans l'achat des vêtements. Donc en fait, on s'aperçoit que le consommateur, il bouge un peu, et on a de nouvelles expérimentations, généralement développées par les startups, pour s'inscrire dans la slow fashion. Qu'est-ce que j'appelle la slow fashion? C'est un ancrage local, une transparence dans toute la chaîne de valeur, et surtout une augmentation de la durabilité effective des produits. Et cette slow fashion, même des acteurs en fait, du mass market, commencent à développer des business models qui ont tendance à augmenter la durabilité des produits. On reviendra sur la seconde main, parce que moi, il y a des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord que ça fait durer les produits, mais je vous expliquerai pourquoi. Je vois 5 business models qui émanent de start-up. La première, qui émane aussi de grands acteurs, où on a une proposition de valeur qui va être développée sur, je dirais, des produits plutôt intemporels, basiques, où l'objectif est d'avoir des produits qui ne se démodent pas. On a des enseignes qui le font, avec au mois de septembre, là, une enseigne qui a développé aussi pour les enfants une gamme beaucoup plus performante pour qu'elle résiste davantage au choc lié effectivement au fait que ça soit porté par des enfants. On a des petites start-up, là il y a une start-up Unboon qui a développé une gamme de produits à base de laine où vous ne lavez plus les produits, c'est-à-dire vous pouvez porter 200 fois une robe, plusieurs fois en fait vos t-shirts. Donc on a déjà cette proposition de valeur axée sur la durabilité. On a une autre forme de business model qui est beaucoup plus sur un modèle participatif où on va en fait mettre le consommateur comme co-créateur de la valeur. Et on s'aperçoit que si le consommateur crée lui-même le vêtement ou avec d'autres personnes, avec des designers, il va avoir un attachement émotionnel beaucoup plus fort et de ce fait, ça va augmenter la durabilité. D'autre part, ces business models qui jouent sur la participation du consommateur vont accroître les compétences du consommateur, déjà avec un kit à le concevoir, mais aussi à le réparer. Donc on va changer un peu, je dirais, la mentalité du consommateur. Et il y a une petite start-up française que j'aime beaucoup qui s'appelle Make My Lemonade, qui a développé en fait des éditions limitées de vêtements que l'on peut acheter tout fait, mais aussi en kit. Une autre troisième business model qui est axé sur la réparation et l'upcycling. La réparation, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un soubresaut de la part des consommateurs. On s'aperçoit qu'on a une petite start-up qui s'appelle Lily, qui vient de développer un réseau de couturières à domicile. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les consommateurs ont de plus en plus envie qu'on répare leurs vêtements. Il y a quand même, pour certains produits, un attachement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ces couturières ne font pas simplement de la réparation, raccommoder un bouton, mais vont redesigner. On a plein de vêtements auxquels on est attaché parce que la matière est belle, etc. Redesigner parce que le col, effectivement, il est plus... Et donc, il va y avoir tout ce travail qui va être fait. Un quatrième business model qui est basé aussi sur l'approche servicielle. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix L'art du rangement de Marie Combeau. En fait, de se dire comment on accompagne des consommateurs qui ont
des dressings pleins, qui thésaurisent et qui chaque matin se disent qu'est-ce que je vais mettre. Et à partir de là, on a vu aux États-Unis des coachs vestimentaires rentrer en fait dans les maisons des consommateurs pour faire un tri et se dire mais si on peut rematcher tel et tel produit. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'on va avoir de plus en plus ce type de coach. Et puis le dernier élément, c'est effectivement la bibliothèque de vêtements, où là on va mutualiser l'usage entre consommateurs. Et à partir de là, alors il y a quand même encore pas mal de freins, notamment par rapport au problème de contamination. Enfin, il y a tout un imaginaire sur ce point. Mais on a vu se développer ce qui est incroyable, Bocage, qui a lancé effectivement la location de chaussures à 39 €. On a vu aussi la location de jeans. Donc effectivement, alors là, il faut faire des études sur l'impact environnemental et savoir si effectivement les produits vont durer plus longtemps. Donc on a plein de petites expérimentations qui nous disent que effectivement, on va répondre à cette demande de durabilité. Merci, c'est très intéressant. On entend par ton discours que les consommateurs commencent à envisager les choses peut-être différemment, même si ce n'est pas encore la norme, que les startups notamment, ils voient des opportunités. Est-ce que les entreprises à plus grande échelle commencent à entendre ce genre de mouvement? Est-ce qu'elles prennent ça en compte? Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que ça bouge de ce côté-là? Alors effectivement, par rapport à l'année dernière, à la même époque, je pouvais lire 1, 2, voire 3 articles sur la mode responsable. Là, j'ai parfois du mal à suivre parce qu'on est à 25-30 par semaine. Ça s'est vraiment développé depuis 6 mois où on a vu effectivement toutes les grandes entreprises du mass market faire, je dirais, s'engager sur le développement durable avec effectivement toute une panoplie d'engagements. Et puis on voit, on l'a vu, notamment là à l'automne, au début septembre, je dirais le développement durable un peu s'inviter sur les podiums, sur les Fashion Week, savoir que aussi on a annulé la Fashion Week de Suède pour cause écologique. Et puis il y a eu aussi le G7 qui a rassemblé 32 entreprises qui se sont associées en fait dans le Fashion Pact. L'objectif étant véritablement de se focaliser sur l'impact environnemental de nos vêtements. Ça bouge, et on le voit parce que les consommateurs bougent, parce qu'on a une pression institutionnelle, parce qu'effectivement on sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Par contre, effectivement, ce n'est pas un changement systémique. On n'a pas des business models rupturistes. Ce que je viens de décrire tout à l'heure, c'est quand même les startups qui le font. On a, je dirais, des business models qui se disent, bon, effectivement, on va bouger. On bouge en quoi ? Plutôt sur l'éco-conception, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un travail qui est fait actuellement sur les nouveaux matériaux à base d'ananas, de bananes, d'oranges, de pommes, etc. Ça, c'est assez important. Mais globalement, tout le mass market est toujours ancré dans ce système linéaire. Il n'y a pas une vision, je dirais, systémique. On va changer. La fast fashion, elle est là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une fast fashion verte. Mais on ne change rien. C'est-à-dire qu'on fait un peu mieux, mais on ne fait pas moins. Et on n'augmente pas la durabilité, puisqu'en fait, les engagements derrière, les collections sont toujours aussi importantes, le renouvellement est toujours aussi important. La qualité, elle est toujours basée sur de la volumétrie, donc effectivement c'est compliqué. Et puis sachez que 60% des vêtements qui sont vendus à l'heure actuelle sur le marché sont aidés, soit par les soldes, les promos ou les ventes privées. Donc ça veut dire qu'en fait, globalement, oui, il y a des changements, ça bouge, les gens se posent plein de questions, mais on n'est pas dans un changement systémique. Désolée. Il reste encore du travail, du coup. Alors, on est rejoint par Véronique Rioton. Merci beaucoup. On aura l'occasion et le plaisir de vous entendre juste après Vincent. Parce que je me tourne vers Vincent, parce que maintenant, on a parlé d'électroménager, d'objets du quotidien, un peu de meubles avec la Camif et le Bon Coin, de textile.
Et puis il y a un sujet dont on ne pense pas forcément immédiatement quand on parle d'obsolescence ou de durabilité, mais qui pourtant se sent partie prenante de l'écosystème de la durabilité. C'est le secteur de l'immobilier que tu représentes aujourd'hui avec l'entreprise Novaxia. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi il y a des liens très forts, en quoi finalement l'immobilier est très concerné par cette question et quelles sont les innovations qu'on peut imaginer dans ce secteur? Bonjour à tous. On parle souvent des déchets qui sont produits et vous le savez, j'en suis sûr, 73% des déchets, selon l'ADEME, sont issus du bâtiment, en volume. Et on cherche à savoir un petit peu pourquoi, quand on regarde nous ce qu'on fait chez Novaxia, qui a agi à la fois en tant que développeur immobilier et de finance dans l'immobilier, d'investissement dans l'immobilier. Je vais vous donner juste un exemple, et je crois que ça illustre bien ces 70% de déchets. Tout récemment, l'année dernière, il y avait un concours pour transformer un bâtiment à Nanterre, l'ancien conseil départemental des Hauts-de-Seine. 15 entreprises ont répondu à ce concours pour acheter ce bâtiment, pour le transformer. Toutes les grandes entreprises très vénérables de l'immobilier s'étaient positionnées. C'est un très grand bâtiment. Et Novaxia, bien sûr, s'est aussi positionné. Parmi la quinzaine de réponses à ce concours pour transformer ce bâtiment, seule une proposait de préserver le bâti, de le remettre aux dernières normes d'efficacité énergétique, de réemployer les matériaux de construction. Seule une proposait donc de réduire concrètement le volume de déchets. Entre nous, ça ne coûte pas vraiment plus cher de préserver le bâti, au contraire. On peut, avec un vrai savoir-faire, travailler avec des architectes qui savent faire, travailler avec ceux qui vont travailler sur le diagnostic réemploi pour qu'ils travaillent avec les architectes pour essayer de réemployer au maximum, et puis sinon de mutualiser avec d'autres sites. Mais voilà un exemple. Alors bien sûr, pourquoi je vous donne aussi cet exemple, c'est que non seulement on a été la seule offre, et puis on a remporté ce concours. Et donc, en remportant ce projet-là, on montre bien que la transformation immobilière, pour nous, elle est différenciante. On montre que c'est un savoir-faire. On montre qu'on n'a pas besoin forcément toujours de nouvelles technologies très, très complexes, mais il y a un changement de culture, en fait, notamment dans ce secteur, qui est très producteur de déchets, qu'il faut opérer. Et ça, on le sent bien, puisque petit à petit, ce genre de belles histoires, on commence à en avoir depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, à chaque opération, on se différencie, notamment par ses engagements sur le côté environnemental et sur le côté social. Peut-être pour prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de l'engagement du groupe sur la lutte contre l'obsolescence des territoires, des bâtiments, on a décidé, durant un travail de 2 ans, de faire des indicateurs avec nos partenaires, que ce soit les associations sociales, des entreprises spécialisées dans le réemploi, la dépollution, de faire des critères, des indicateurs pour mesurer notre engagement. Je vous donne un exemple. Combien de matériaux de construction on réemploie, ou combien de mobilier on réemploie par an sur la totalité de nos opérations. On a souhaité d'abord le mesurer pour nos investisseurs qui investissaient sur nos opérations. Et puis Joachim Hazan, le président de Novaxia, a décidé d'aller un cran plus loin en faisant adopter, et ça a été voté à l'unanimité de l'ensemble du groupe, le premier plan d'intéressement applicable à l'ensemble des salariés du groupe, dont l'intéressement, donc une partie forte de la rémunération chez Novaxia, est directement adossée à l'impact qu'on a sur la société et l'environnement. Concrètement, le reporting qu'on fait en fin d'année pour savoir combien de matériaux on réemploie va directement impacter financièrement l'ensemble des salariés. Mieux on fera, plus les personnes seront rétribuées financièrement. Alors, pourquoi on fait ça? Bien sûr parce qu'on croit que c'est source de valeur pour le groupe, et parce que derrière ce changement de culture, il faut qu'on systématise la méthode de tous nos collaborateurs pour penser réemploi dès qu'ils pensent immobilier. Et donc là, si leur engagement sociétal, personnel est déjà présent, parfois c'est un peu plus difficile, puisqu'on est en terrain un peu inconnu, eh bien on a tous les arguments internes notamment pour convaincre. Les collectivités sont aussi très heureuses, puisque qui dit
transformation et réduction des volumes, dit moins de nuisances, moins de pollution, moins d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport pour la transformation. Et peut-être dernier chaînon de toute cette démarche du groupe, je vous ai parlé d'opérations, du fonctionnement interne et de suivi de performance. Et derrière, pour financer ça, on lance des produits d'épargne liés à l'immobilier. On a lancé, il y a maintenant 3 ans, les premiers produits d'épargne labellisés entreprises solidaires d'utilité sociale, qui est un agrément d'État, dit ESU. On a été les premiers à déjà pouvoir l'obtenir, parce qu'on avait une maturité sur ce sujet-là, des retours d'expérience. Et puis on a été aussi parmi les quelques-uns à réobtenir l'agrément, puisqu'on est audité et on est suivi par l'État, pour pouvoir bien justifier de cet agrément d'État. Pourquoi on fait ça, encore une fois? Et pourquoi je suis là? Et pourquoi on est au sein du club de la durabilité? Pour dire que ça marche. Ces produits d'épargne responsables, agréés ESU, l'année où on l'a lancé, plus de 76% de collecte d'épargne par rapport à nos produits d'épargne de l'année précédente. Pourquoi? Alors on a commencé à regarder tout un tas d'investisseurs particuliers qui aujourd'hui n'investissent pas, ont besoin d'une démocratisation de l'épargne responsable et donc vont investir si on est transparent sur la mesure, si on est transparent sur les indicateurs et si on le fait de manière systématique et en effet pas de manière au coup par coup pour une action de communication. Nous, ça ne peut plus être vraiment que des actions de communication puisque l'ADN même du modèle économique, c'est la transformation urbaine. Merci beaucoup Vincent. On voit en effet que finalement les bâtiments ne sont pas toujours pensés dès le début pour durer longtemps, pour durer dans la durée justement, comme on pouvait avoir avant le temps des cathédrales, je ne sais pas, qui sont encore aujourd'hui très belles. Finalement, beaucoup de bâtiments aujourd'hui ne sont pas forcément imaginés dans cette optique. Et puis après quelques années, quand les locataires principaux changent d'activité, se partent, on a des bâtiments vides qui ne sont pas toujours imaginés pour le réemploi, pour être utilisés pour d'autres usages, mais qui peuvent être détruits en créant malheureusement beaucoup de pollution. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et puis on peut imaginer, j'imagine, beaucoup de nouveaux usages autour même des locataires d'immeubles, autour de la mutualisation des équipements comme les lave-linges par exemple, dans ces nouveaux bâtiments. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que toi, ça t'inspire? Est-ce que ça inspire Novaxia? Et puis, quel est le sens d'avoir rejoint le club de la durabilité pour Novaxia, comme pour Le Bon Coin d'ailleurs? Oui, alors, pour club de la durabilité, donc dans durabilité, bien sûr, là je venais de parler de réduction de volume de déchets, mais derrière la durabilité, on a bien sûr l'impact sur les ressources. Alors on pourrait parler des économies de sable, qui sont aujourd'hui un enjeu majeur pour le secteur, là aussi, et puis pour l'écologie dans son ensemble. Là donc économie de sable, économie de matière, durabilité donc, et puis émissions de gaz à effet de serre. On a fait l'analyse sur le bâtiment que je vous évoquais. C'est comme si on prenait toute la population de Nanterre, qu'on répartissait dans à peu près 600 à 320, on les fait tous aller à Barcelone et on les fait tous revenir. Toutes les émissions de gaz à effet de serre sont l'économie de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, équivaut à ce que je viens de vous décrire par rapport au voyage en avion de toute la population de Nanterre. Donc on a bien un impact sur les émissions de gaz à effet de serre grâce à la préservation des ressources. Donc peut-être notre contribution aussi sur comprendre la durabilité dans son ensemble, ressources, émissions de gaz à effet de serre, biodiversité, on pourrait en parler. Sur la question de l'urbanisme temporaire, on a été aussi pionnier là-dessus. Il y a eu une première, alors certains d'entre vous connaissent peut-être une première expérience qui s'appelle les Grands Voisins. Les Grands Voisins qui, à Paris, vous aviez un immeuble vacant, et puis petit à petit, par tout un tas de jeux, d'alliances, d'innovations, des acteurs s'y sont installés, et puis ont installé le premier prototype assez magistral d'urbanisme temporaire, où vous aviez à la fois des activités ludiques, écologiques, à chaque fois avec des acteurs engagés, des entreprises sociales qui payaient un loyer modique pour pouvoir s'installer et être au cœur de Paris, et puis de l'hébergement d'urgence dans ce site-là. Et grâce à la mixité d'usages, eh bien, on n'a pas entendu un seul voisin se plaindre qu'il y avait
du logement d'urgence dans ces bâtiments. Et pourtant, vous aviez bien plusieurs centaines de personnes qui étaient logées. Alors en voyant ça, en le visitant au tout début, avec Plateau Urbain notamment, dont nous sommes actuellement sociétaires, qui est une coopérative qui s'occupe justement de l'urbanisme temporaire, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On s'est dit pourquoi le privé ne le fait pas? Pourquoi nous, on n'optimiserait pas nous aussi les immeubles vacants? Et là, je vais vous dire quelque chose. Moi-même, je n'y ai pas cru quand j'ai vu ça. Et encore aujourd'hui, encore hier, on visite des immeubles vacants. Vous avez aujourd'hui des millions de mètres carrés vacants en Île-de-France, alors que vous avez des centaines de milliers de personnes qui dorment soit à l'hôtel, dans le meilleur des cas, pour de l'hébergement d'urgence, soit dans la rue. Vous avez cette contradiction entre un foncier disponible vacant et une urgence sociale. Je peux ajouter bien sûr que ça fait peser sur l'étalement urbain quelque chose, puisqu'on n'optimise pas le foncier, et donc on va, en plus dans une logique assez facile, construire toujours plus. Mais là où ça n'est pas vacant, là où c'est vide, pour étaler l'urbain. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que sur tous nos immeubles, on systématise l'urbanisme temporaire. Et donc il y a quelques années, à l'époque, peu en parlait, il y avait les grands voisins, on a fait le premier site avec des acteurs privés d'urbanisme temporaire, 12 000 nuitées d'hébergement d'urgence dans un quartier très central de Paris, où si nous avions dit tout de suite que des personnes en logement d'urgence allaient être installées, on aurait peut-être eu quelques réticences. Sauf qu'à côté, il y a eu notamment HOP qui a organisé une conférence. Il y a eu le premier théâtre immersif au sein d'un bâtiment à Paris qui a accueilli plus de 12 000 personnes. On a eu un incubateur de start-up social qui à chaque fois avait des engagements pour la lutte contre le réchauffement climatique qu'on a installé pour un loyer modique. Tout ça a créé un nouvel écosystème qui a très très bien réussi, où tout le monde était heureux et où on a eu l'impression, encore une fois, d'avoir un impact à la fois sur la société et sur l'environnement. Et encore une fois, entre nous, ça ne nous a pas coûté de l'argent. Ça nous a coûté un peu de prise de risque, bien sûr, de faire ça. On a prêté un bâtiment vide à des associations. Oh là là, mais on y est arrivé, et ça a si bien réussi qu'on a décidé de le faire, et je pourrais vous en raconter, puisque à chaque fois, c'est de très très belles histoires d'innovation, puisque c'est un bâtiment vide, c'est un peu le terrain des possibles pour tout le monde, surtout quand on met tous les acteurs de la société civile à l'intérieur. Il y a eu d'autres bâtiments. On a signé une tribune en juin dernier avec notamment Éric Pliez, le président d'Aurore, le directeur d'Aurore et le président du SAMU social, avec notamment Plateau Urbain, l'Observatoire de l'immobilier durable, pour appeler l'ensemble des acteurs, et pas juste Novaxia, à faire de même sur ces millions de mètres carrés vacants en urbanisme temporaire. Tant que c'est mesuré, encore une fois, pour s'assurer que ça ne devienne pas du green ou social washing. On pense que c'est possible, et nous, en tout cas, on y est prêt, on a commencé à le systématiser. On optimise l'urbain, ça lutte contre l'étalement urbain. C'est une forme, en tout cas dans notre domaine, d'une économie de l'usage qui était assez peu explorée. Merci Vincent pour cette belle description. Donc on voit bien que le sujet de la durabilité est bien plus vaste que les collants, les lave-linges et les imprimantes, heureusement pour nous. Et il y a beaucoup d'acteurs et de secteurs qui sont concernés. Et c'est vraiment cette transversalité aussi qui est très intéressante, notamment dans le cadre des échanges du club, pour s'inspirer les uns les autres et justement voir là où sont les innovations et parfois les freins, mais de les dépasser aussi en s'inspirant les uns des autres. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Rioton, qui est députée et qui sera en charge notamment du projet de loi économie circulaire à l'Assemblée nationale. Alors, le projet de loi a déjà été étudié maintenant au Sénat. De nombreuses avancées, d'ailleurs, ont été obtenues, selon HOP en tout cas, notamment, je pense, au compteur d'usage, l'indice de durabilité, plein de choses. Quelle est la lecture que vous en faites en tant que député aujourd'hui? Quels seront vos combats? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre pendant le projet de loi à l'Assemblée? La ministre était là avant pour nous dire aussi qu'elle comptait sur les députés pour aller plus loin, même sur certains sujets. Quelle est votre opinion sur les avancées nécessaires au niveau réglementaire et législatif?
Bien, je vous remercie en tout cas de m'accueillir ce matin. Peut-être quelques mots auparavant sur la genèse de ce projet de loi, parce que ce projet de loi, il est finalement débattu au Sénat. On est en octobre 2019, mais c'est une histoire qui a démarré en 2017. Je pense que d'ailleurs beaucoup d'acteurs autour de la table, et particulièrement HOP, a contribué dans cette concertation qui a abouti ensuite à la feuille de route pour l'économie circulaire, qui a vraiment une vocation de changer les comportements sur à la fois la consommation et la production avec ces 50 mesures. Et ce projet de loi aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il est l'occasion pour nous aussi, députés, de pouvoir mettre en œuvre concrètement cette volonté d'avancer. Et je crois aussi que c'est une réponse aux attentes vraiment des citoyens qu'on a eues pendant le grand débat. Et donc, plutôt, évidemment, un bon accueil. Je suis commissaire du développement durable. Donc, on est un certain nombre à avoir envie de voir aboutir des avancées. Donc, on accueille déjà assez favorablement le projet de loi tel qu'il était, qui nous a été proposé. Peut-être dire aussi qu'il a 4 orientations. Il y a vraiment évidemment le but ultime qui est la réduction de nos déchets et que le fait qu'il concerne tous les acteurs nous permet d'englober l'ensemble des actions. Quelquefois, on a des actions qui ne sont pas forcément pris par tous les moyens. Ici, on a tous les angles. On a le consommateur qui est concerné, on a les industriels, on a les collectivités. Donc chacun a effectivement, à la fois dans l'objectif de changer les comportements de consommation et de production, eh bien, les moyens, en tout cas la mise en place des moyens pour que chacun puisse le faire. Peut-être dire aussi, donc moi je suis rapporteur de la première et deuxième partie, hein, c'est aussi plusieurs équipes. Ma collègue Stéphanie Kerbar est en charge du titre 3 et titre 4. Pour moi, c'est première partie et deuxième partie, donc l'information du consommateur et puis la partie donc anti-gaspillage. Voilà sur ces éléments-là. Redire peut-être quelques mesures phares qui ont été proposé donc avant passage au Sénat. Sur la première partie, sur l'info consommateur, c'est évidemment l'affichage environnemental pour permettre aux consommateurs de pouvoir choisir et puis enfin changer les comportements. Je suis très sensible au fait qu'on puisse donner les moyens sur le fait de changer les comportements. Donc l'affichage est un vrai beau levier sur cette partie-là. Sur la deuxième partie, la mesure phare donc d'anti-gaspillage, c'est évidemment d'interdire la destruction des invendus et puis la possibilité, vous parliez du bâtiment, de démarrer par le diagnostic dans les temps de construction. Sur la troisième partie donc, du projet de loi, l'ouverture à la responsabilité élargie des producteurs sur le principe évidemment du pollueur-payeur, élargir à plusieurs secteurs d'activité. On peut nommer le jouet, le bricolage et puis les articles de sport par exemple, et puis ensuite quelques dispositifs sur les directives européennes. Ça, ce sont les projets phares. Alors, pour répondre à votre question sur la sortie du Sénat, eh bien oui, les sénateurs ont été ma foi plutôt des sénateurs verts, j'ai envie de dire. En tout cas, ils nous ont fait avancer le texte. Voilà, donc je pense qu'il y a eu de belles avancées. Après, on se confronte à la technique législative et j'ai plutôt envie de dire que j'aborde moi ce texte en tant que rapporteur. On sait, je sais, il y a peut-être des techniciens autour de la table, il y a quelques avancées qui ont été faites, quelquefois contre l'avis du gouvernement et contre l'avis aussi de la Commission. Ça veut dire que c'est fragile. Donc j'aborde le travail plutôt techniquement pour... je vais détailler un peu à la fois les propositions que vous aviez faites, mais avec l'envie peut-être de sécuriser quelques avancées. Quand je dis ça, je pense, si on y va techniquement, sur la partie de la durabilité. J'ai entendu, j'étais pas là évidemment tout le temps de la table ronde, mais que c'est un enjeu important sur nos enjeux d'économie circulaire et donc sur l'indice
l'indice de durabilité, j'ai vraiment le souhait qu'on puisse sécuriser cette partie-là, peut-être en intégrant dans l'indice de réparabilité. En tout cas, ça me paraît important d'aller sur ces dimensions-là. Le compteur d'usage aussi, voilà, je suis une fervente défendresse de cette idée-là. Je sais que vous en êtes à l'origine. Je crois foncièrement que, à l'instar de ce qu'on vit dans l'automobile, le marché de l'occasion marche bien parce qu'on sait racheter une voiture en fonction de son usage. Donc je pense que c'est un élément important. On n'est pas très loin techniquement. On sait que les industriels ont déjà cette information-là. Donc l'enjeu, ça va être effectivement de pouvoir sécuriser ce dispositif-là pour le prendre pratique, quoi. En tout cas que sa mise en œuvre puisse être réalisée. L'indice de durabilité, j'en ai parlé. Concernant la publicité aussi, je pense que c'est un premier pas sur le fait. Donc le principe ici, c'est d'interdire la publicité, en tout cas qui invite à la destruction ou qui n'invite, et donc de permettre plutôt le réemploi et la réutilisation. Donc ça, c'est un premier pas sur lequel je souhaite continuer d'avancer. Voilà, j'ai juste envie de dire que je le prends globalement avec des choses très techniques sur lesquelles on a commencé à travailler, et puis on peut parler aussi de la garantie sur les produits réparés. Je pense qu'il faut aider les consommateurs à être rassurés pour faire des achats qui soient des achats liés à la seconde main. On voit bien que culturellement, l'ensemble des consommateurs a fait un pas pour rentrer dans cet achat plus responsable. Voilà, je pense qu'il manque encore quelques garanties et notamment, enfin on en a déjà beaucoup discuté, je souhaite encore vous mettre à contribution peut-être pour aider aussi techniquement à rendre ça possible. Voilà un peu pour commencer sur mes avis. J'ai plutôt une posture de dire renforçons ce qui a déjà été fait au Sénat et sécurisons, voilà, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie. Merci beaucoup. Est-ce que, comment l'Assemblée se prépare à ça, pour ceux qui d'ailleurs ne sont pas tous des experts du monde parlementaire? Est-ce que les députés s'intéressent au texte? Comment cela fonctionne pour comprendre les différentes problématiques qui peuvent, et les différents acteurs qui peuvent s'intéresser au sujet, par exemple? Alors peut-être pour témoigner du fonctionnement de l'Assemblée, un texte, donc à l'Assemblée nous sommes organisés en différentes commissions. Ici je suis commissaire du développement durable. On a aussi, et je salue dans la salle ma collègue Graziella Melchior, qui elle est responsable du texte chez les affaires, dans la commission des affaires économiques. Et donc j'ai envie de dire qu'il y a les députés qui sont au fond dans leurs compétences, qui participent déjà aux auditions. Nous avons démarré, donc le principe du travail de l'Assemblée, c'est de travailler par audition. Vous étiez auditionné hier lors d'une table ronde spécialement sur le réemploi. Donc les députés se préparent, et puis on est quand même sur une thématique qui a beaucoup d'appétence, j'ai envie de dire plus largement que nos commissions en responsabilité. Beaucoup de députés ont déjà suivi l'élaboration de la feuille de route, et nous avons des groupes inter-commissions qui travaillent. Donc il y a un nom un peu barbare qui s'appelle GAP, c'est un groupe d'animation politique sur le sujet, c'est-à-dire que ça dépasse nos commissions. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Et puis évidemment il y a des sujets dans les circonscriptions. Vous savez que le travail des députés est aussi être dans la représentation nationale, mais évidemment très impliqués quelquefois sur leur sujet de territoire. Donc on a plutôt beaucoup de députés qui sont mobilisés sur le texte. Et en même temps, on a la loi de finances qui est en ce moment, donc il y a des concordances. Donc voilà, plutôt une belle mobilisation. D'accord, merci. D'ailleurs, sur les sujets de financement, on aura l'occasion de parler des sujets liés à la réparation et le fond de la réparation à la table ronde suivante. En tout cas, merci pour votre engagement. Les citoyens comptent beaucoup sur les députés pour, en effet, sécuriser ce qui a été acquis au Sénat et d'aller peut-être même encore plus loin.
Voilà. Si je peux me permettre, j'ai aussi employé le terme de sécuriser, le rendre pratique, pragmatique, voilà, que ça puisse être fait. Je pense aux compteurs d'usage, notamment avec les industriels, en tout cas, qu'on lève les questions pour que ce soit, voilà, que ce soit possible. On connaît le long chemin législatif, donc le Conseil d'État. Bon, voilà, donc sécuriser, c'est aussi rendre possible. Tout à fait, dans un esprit positif et constructif qui anime cette salle, n'est-ce pas? Donc je vais ouvrir les débats et les questions de la salle, si vous en avez, pour qu'on puisse poursuivre la discussion avec nos brillants intervenants. Donc n'hésitez pas à lever la main, qu'on vous passe un micro pour... voilà, je vois qu'il y a déjà des mains levées. Donc Indra, notre super collaboratrice, va venir parmi vous pour... Alors, si vous voulez bien faire des questions assez courtes, on va peut-être en prendre 2-3 pour pouvoir faire un tour de parole pour les intervenants concernés. Oui. Bonjour, Jeanne Guin, je travaillais sur l'obsolescence dans le cadre de mon doctorat et je suis également membre de Résistance à l'agression publicitaire. Et c'est à ce titre que je m'exprime, puisque donc, le sujet de la publicité a été évoqué plusieurs fois. Vous venez de dire qu'il s'agit d'interdire la publicité qui invite à la destruction. C'était, je crois, la mesure 16 de la feuille de route de l'économie circulaire. Mais j'aimerais savoir justement, dans cet esprit pragmatique et constructif, par quoi ça va passer vraiment concrètement. Tout ce que j'ai entendu de concret et de précis pour l'instant, c'est quand M. Libert a dit qu'il y avait un rapport qui avait été commandé par Mme Borne et Mme Poisson à ce sujet-là. Est-ce qu'on va juste commander un rapport ou est-ce que il va y avoir des nouvelles règles de la RPP? Comment on va interdire ces pubs qui incitent au gaspillage? Merci. Alors concrètement, c'est effectivement le rapport qui a été commandé. J'ai en tête la date du 28 novembre sur sa date de rentrée. Donc on va regarder effectivement le contenu de la date. Peut-être vous dire quelques mots sur la date du passage à la fois en commission et dans l'hémicycle. Donc c'est un texte qui sera étudié le 9 et 16 décembre, en tout cas les 2 semaines, au niveau de la séance publique. Donc on va effectivement être attentif au contenu de ce rapport pour pouvoir mettre en œuvre ensuite les éléments de la publicité. Thierry, si tu veux compléter. Oui, alors le rapport, comme je disais, il va être publié. Enfin, l'intégralité de la demande qui a été faite sera publiée avant la fin de la semaine, donc avant vendredi. Ce sera sur le site du ministère. Dans les axes, l'axe principal, c'est quelle peut être la transformation, qu'est-ce qu'on peut transformer dans le modèle publicitaire actuel pour le rendre compatible avec l'impératif de transition écologique. Et comme je disais, donc, il y a 2 échéances. Il y a l'échéance de la fin du premier trimestre 2020 pour l'intégralité du rapport et les 3 axes, et puis une échéance au 15 novembre pour une des 3 parties de cette mission, qui est les préconisations, et donc je suppose en lien avec les différents projets de loi. Donc il y a tout à la fois ce rapport qui en fait va démarrer purement cet après-midi. Enfin, cet après-midi, j'ai justement une rencontre pour caler la mission. Donc pour le moment, il n'y a rien d'encore très précis. Par ailleurs, enfin, si le sujet vous intéresse, moi j'avais déjà rédigé, je pense que le fait d'avoir été missionné, c'est tout à la fois dans la suite de la mission précédente sur la durabilité, mais aussi parce que pour le compte de la Fondation Nicolas Hulot, j'avais rédigé un rapport d'une 30aine de pages il y a 2 ans avec un certain nombre de préconisations. Donc c'est sur le site de la Fondation Nicolas Hulot, vous pouvez déjà retrouver. Et puis il y a les travaux de la RPP qui sont très actuels parce qu'avant-hier, le Conseil paritaire de la publicité vient d'émettre un nouvel avis sur la recommandation de développement durable. Et le Conseil de l'éthique publicitaire vient également de clore ses travaux la semaine dernière sur ce sujet. Et donc un avis doit être publié, là il faut une quinzaine de jours. Donc on sent en tout cas les acteurs qui sont assez fortement mobilisés. Maintenant ce qui va en sortir et puis ce qui sortira du rapport et ce qui sera ensuite repris, ça je ne peux pas m'avancer là-dessus.
Je complète en attendant de prendre une autre question également qu'il existe des propositions dédiées à la publicité dans le livre blanc de Hop, qui est sur Internet. Et je crois qu'il n'y en a plus ici de disponible, mais vous pouvez retrouver tout sur Internet, sur notre site halteobsolescence.org, et qui peuvent d'ores et déjà certainement faire l'objet de débats à l'Assemblée nationale, puisque nous avons là quand même une opportunité importante dans le cadre de l'économie circulaire pour s'attaquer à un phénomène important de consommation durable. Alors une autre question, oui, dans le fond. Si vous pouvez vous présenter rapidement. Bonjour, Jérôme Vautrin de l'association Décroissance Île-de-France. Au sujet de l'économie circulaire, il me semble que l'objectif est de revenir sous les seuils de régénération naturelle. Pour arriver à un tel objectif, il n'y a pas d'autre solution à terme que d'arriver à un arrêt complet de l'extraction des matériaux non renouvelables, une baisse drastique de l'extraction des matériaux renouvelables, en tout cas sous les seuils de régénération naturelle, et un arrêt également de la production de déchets non recyclables. Je pense notamment aux déchets nucléaires. Compte tenu de cet objectif, qui n'est pas un objectif radical, encore une fois, hein, c'est vraiment l'objectif minimal pour arriver à quelque chose de vraiment durable et pas aller dans le mur. Compte tenu des difficultés aussi qui sont celles éprouvées par l'économie circulaire. Je pense notamment au fait que l'économie circulaire parfaite n'existe pas. Il y a toujours une fraction qui n'est pas possible de recycler entièrement. Il y aura toujours du déchet. L'économie circulaire est elle-même énergivore. Elle est consommatrice d'eau, consommatrice de produits chimiques, consommatrice d'énergie. Et on en revient d'ailleurs aux déchets nucléaires. Et de même, même si on imaginait une circularité parfaite, qui n'est tout simplement pas possible, elle est mise à mal par l'augmentation constante de la production et de la consommation. C'est-à-dire que même si on imaginait une économie circulaire parfaite, s'il y a augmentation des produits fabriqués et consommés, il n'y aura pas d'annulation de l'extraction. Il faudra toujours extraire des matériaux. Donc, ma question est la suivante. Pensez-vous possible d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire une neutralité vis-à-vis de l'environnement naturel, en se contentant de faire de l'économie circulaire et sans remettre en cause, de façon, on parlait de changement systémique, sans remettre en cause le principe d'une augmentation constante de la production et de la consommation. Bref, sans prise en compte d'un principe élémentaire de sobriété. Je vous remercie. Merci. On va peut-être prendre une autre question aussi pour pouvoir rebondir. Oui. Oui, bonjour, je suis Mathieu Rama de l'association Reuse. Donc, je représente les entreprises sociales européennes qui travaillent dans le domaine de la réutilisation et du recyclage, comme par exemple Envie et Emmaüs, qui font partie de notre réseau. J'avais une question pour Isabelle Robert qui remettait un petit peu en cause tout à l'heure. Vous disiez que le marché de la seconde main pour le textile n'était pas forcément souhaitable. Enfin, je sais, vous n'avez pas eu l'occasion de développer en fait cette position. Je voulais savoir si vous pouvez donner plus de détails. Et pour Véronique Rioton, je me demandais si vous pouviez donner plus de détails sur la coopération qui est mise en œuvre un peu grâce à la législation française déjà, et comment vous comptez la renforcer, cette collaboration entre les éco-organismes, donc mettant en place la responsabilité du producteur, et les entreprises de l'économie sociale, pour faire en sorte que ces entreprises aient accès aux gisements de déchets et encouragent la remise sur le marché de produits réutilisables tout en créant de l'emploi pour les personnes dans le besoin. Merci. Merci. Alors, donc, Isabelle, je crois qu'elle est toute nommée. Et puis peut-être Vincent, si tu veux intervenir sur les modèles économiques, notamment liés à l'usage, qui peut être une solution certainement à cette problématique. Alors effectivement, par rapport au business model sur la seconde main, et je pense plus particulièrement aux vêtements, je ne ciblerai pas eBay, mais d'autres plateformes, on vient de finir une thèse sur ce point où on voit en fait se développer une nouvelle figure du consommateur qui s'appelle le prosumer, c'est-à-dire le producteur-consommateur. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la seconde main conduit à une hyper-consommation, c'est-à-dire qu'on a des femmes, majoritairement des femmes, qui passent 5 heures par jour
à faire du merchandising sur ces nouvelles plateformes. Et l'objectif, en fait, c'est vendre plus sur ces plateformes pour acheter plus. Enfin, on a vraiment cette spirale qui se met en place. Alors, c'est dans le vêtement, mais c'est pas marginal. C'est vraiment, on a été vraiment étonnés de voir les résultats. C'est-à-dire que la seconde main, elle est intéressante quand elle se fait localement, etc. Mais quand elle est déjà intégrée, je dirais, dans l'esprit du consommateur à l'achat, en se disant je vais acheter ce vêtement-là, je vais le porter 2 fois, mais je vais le revendre pour me racheter autre chose parce que en fait, ça sera déjà has-been dans 2 mois. On a dans le vêtement, je ne me permettrai pas sur les autres. Alors, il y a des plateformes qui vont vraiment travailler sur ça avec un merchandising très poussé. Je remettrai. Je veux pas, hein, je citerai pas, mais effectivement, on l'a constaté récemment. Voilà. On va peut-être laisser Arnaud répondre aussi sur cette question du réemploi, de la réutilisation. Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors effectivement, Le Bon Coin, c'est aussi une plateforme de mode très très utilisée en France, avec d'autres, lituaniennes et américaines. Nous, notre position là-dessus, elle rejoint totalement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est pour ça que je me permets de réagir, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un certain fantasme autour, je pense, des plateformes de l'économie collaborative et leur impact qu'elles ont, enfin leurs externalités, plus souvent les externalités négatives sur la société, que ce soit fiscale, environnementale ou d'un point de vue de l'emploi. Et donc moi, je mets toujours un point d'honneur à bien dissocier, un, les modèles, et deux, les engagements de ces entreprises-là. Du coup, pour être très concret, aujourd'hui sur Le Bon Coin, vous ne trouverez pas justement ces mécanismes marketing pour inciter les utilisateurs avec leur profil à gagner plus d'étoiles si elles vendent plus vite, ils ou elles vendent plus vite, et si en même temps, pour gagner plus, il faut vendre plus et remonter dans un ranking comme on peut le faire pour des chauffeurs de taxi sur des plateformes aussi prédatrices et américaines. Donc en fait, je pense que c'est important, et là je pense aussi c'est le rôle des pouvoirs publics là-dessus, c'est de faire de la pédagogie aux citoyens autour de plateformes collaboratives qui ont des comportements vertueux. Et c'est le sens de notre engagement avec Hop, c'est-à-dire être avec un partenaire très exigeant qui sait aussi nous mettre face à nos contradictions qui parfois peuvent exister, et en même temps réussir à, pour les pouvoirs publics, identifier et caractériser des plateformes du numérique qui, pour le coup, ne participent pas du tout à l'ensemble des enjeux auxquels on essaie de répondre aujourd'hui, et qui s'inscrivent encore aujourd'hui, je pense, plutôt dans une dynamique autour du greenwashing et du social washing, sans vraiment prendre en compte la mesure de la responsabilité qu'ils ont sur la société. Oui, Vincent. Alors je vais tenter d'apporter des éléments de réponse, en tout cas à la question, de mon point de vue. D'abord, sans bien sûr remettre en cause le fait que ça n'avance actuellement pas assez vite, mais je n'inclus pas du tout d'ailleurs que la France, mais dans le monde entier, étant donné l'urgence écologique sur l'ensemble de nos sujets. Toutefois, un élément quand même, en réfléchissant à ce que vous avez dit, je voudrais vous apporter juste ma petite expérience sur le chemin parcouru quand même pour en arriver là aujourd'hui. En 2012, la première mission sur l'économie circulaire qui avait été confiée à Jean-Claude Lévy, avec qui je travaillais à l'époque, sur l'économie circulaire, avait été faite. Ça avait donné lieu d'ailleurs au premier petit texte de loi qui mentionnait l'économie circulaire en France. À l'époque, remettre en cause les modèles d'organisation et dire que les structures mêmes de relations économiques devaient intégrer la durabilité,